radioinfocité.com vous présente les capsules de Jean-Jacques Nantel. Jean-Jacques Nantel, vulgarisateur, auteur d'une analyse géopolitique économique globale. Il nous parle aussi du positionnement du Québec dans le monde. Si vous voulez en savoir plus sur Jean-Jacques Nantel et ses autres capsules, soit vidéo ou audio, nous vous invitons à vous abonner à sa chaîne YouTube avec les mots-clés Jean-Jacques Nantel ou Histoire Québec-Canada. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, je vous présente il va y avoir une série de clips radiophoniques sur l'histoire du Québec. Je pense que c'est un sujet particulièrement intéressant, surtout de la façon dont je l'aborde. La première capsule que je voudrais vous faire, c'est pour vous expliquer qu'il y a des raisons tout à fait fondamentales pour lesquelles le peuple québécois existe et a survécu, malgré le fait que depuis 255 ans, depuis la conquête par l'Angleterre, le Québec a reçu des millions et des millions d'immigrants. Or, malgré tout ça, encore aujourd'hui, on est entre 75 et 80% de la population. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment de l'invasion des Britanniques, après qu'ils aient signé le traité de Paris en 1763, on était seulement 60 000. Pas plus que ça, là. Et en plus de ça, quand les Anglais sont entrés au Québec, la première chose qu'ils ont fait, ils ont pris les meilleurs emplois, là, tous les emplois des classes supérieures, ce qui fait que tous nos chefs ont été obligés de retourner en France. C'est-à-dire qu'avant, on avait un gouverneur, un intendant, des administrateurs, des ecclésiastiques, des exportateurs, des industriels, les forces de Saint-Maurice, etc. Alors, on avait une classe supérieure, on a perdu notre classe supérieure, ce qui veut dire que en 1763, on n'avait ni la quantité, ni la qualité des gens pour faire face à l'empire qui était le plus puissant de la planète à cette époque-là, qui comprenait les États-Unis, c'est-à-dire l'empire britannique. Un empire qui avait décidé de nous détruire. C'était une décision formelle écrite dans des documents. Ce qui est encore pire, c'est que depuis 255 ans, il y a très peu de nos chefs qui se sont montrés à la hauteur du problème auquel on faisait face, un problème de survie. Eh bien, malgré tous ces désavantages-là, le peuple québécois a quand même survécu, comme j'ai dit, et qu'on est encore aujourd'hui 75 à 80% de la population. Il y a une raison fondamentale pour laquelle le peuple québécois a été créé. Essentiellement, la raison de base, c'est parce que l'Amérique du Nord, c'est un continent qui était riche, qui était vide, presque vide. Alors, les Européens, qui étaient beaucoup plus pauvres, ont décidé de venir en Amérique du Nord pour s'enrichir, tout simplement. Or, l'Amérique du Nord, il faut savoir que la géographie en Amérique du Nord, elle est de sens nord-sud, à peu près partout. La côte est est nord-sud, la côte ouest, les Appalaches c'est nord-sud, les Rocheuses, le Mississippi, la Floride, etc. Il y a seulement une exception à cette règle-là. C'est la vallée du Saint-Laurent, qui est une vallée de sens est-ouest, qui permet de rentrer très profondément à l'intérieur du continent, jusque dans les Grands Lacs. Alors ça, c'est la raison pour laquelle le peuple québécois a été créé. Les Français sont venus s'installer dans la vallée du Saint-Laurent, même si c'était beaucoup plus froid, parce que c'était la façon d'entrer très profondément dans le continent. La raison pour laquelle le peuple québécois existe, c'est différent de la raison pour laquelle il a été créé. La raison pour laquelle le peuple québécois existe, c'est parce que la vallée du Saint-Laurent forme un pays naturel. Au nord, vous avez les Laurentides, au sud, vous avez les Appalaches qui nous isolent du territoire américain. À l'est, vous avez le golfe du Saint-Laurent. Et à l'ouest, vous avez les terres vides là, qui sont dans l'est de l'Ontario. Ça fait que la vallée du Saint-Laurent, c'est un pays naturel qui est isolé, mais avec des accès à l'ouest, au nord, c'est-à-dire tout le nord du Québec, à l'est vers les océans et au sud vers les États-Unis à travers la vallée qui passe par le lac Champlain. Maintenant, quelle est la raison de la survie du peuple québécois, qui est très étonnante? La raison essentiellement, c'est parce que quand les Britanniques sont rentrés ici, ils nous ont sédentarisés de force, c'est-à-dire en prenant tous les meilleurs emplois, c'est eux qui sont devenus les gens qui allaient faire du commerce dans l'Ouest et sur l'océan Atlantique jusqu'en Europe. Nous, on est devenus des cultivateurs, on n'avait plus de chefs, presque plus de chefs, et les agriculteurs se sont installés dans le pays naturel qui était le Québec. Et les agriculteurs, ça bouge pas, c'est des sédentaires. Puis ils ont commencé à faire des bébés. Alors, ils ont occupé le territoire qui était disponible dans la vallée du Saint-Laurent. Alors qu'à partir de la conquête, tous les immigrants qui sont entrés ici, ça compte autant pour les Anglais que tous ceux qui venaient d'Europe ou d'ailleurs, c'était des nomades, c'est-à-dire des gens qui passaient au Québec
pour se rendre ailleurs. C'est pour ça que je te dis souvent que le Québec, c'est un pays naturel pour les Québécois, le peuple québécois, et c'est un pays de passage pour les immigrants. Il y a un principe pour l'immigration. L'immigration, c'est un phénomène aussi naturel que de respirer. C'est simplement des pauvres qui se dirigent vers des pays riches. Les immigrants, ils sont passés par le Québec parce que l'océan Atlantique, la vérité, c'est qu'il se rend jusqu'à Montréal. Vous pouvez descendre de Montréal jusqu'à l'océan Atlantique sans vous arrêter. Alors, à l'époque des bateaux, les immigrants venaient, ils remontaient le plus creux qu'ils pouvaient à l'intérieur du continent nord-américain, c'est-à-dire jusqu'à Montréal. Puis là, rendu à Montréal, ils se refaisaient parce qu'il n'y avait plus d'argent. Puis quand il y avait eu assez d'argent, ils repartaient vers l'ouest. Ce mouvement d'est en ouest qui fait que le Québec parce que le Québec est un pays de passage, peut encore se voir aujourd'hui si vous constatez que les anglophones au Québec sont concentrés dans l'extrême sud-ouest du Québec, c'est-à-dire collés sur l'Ontario. Ça, c'est la fin du mouvement des anglophones qui se dirigent vers l'ouest. Maintenant, pour quelle raison? Est-ce que la raison fondamentale pour laquelle le peuple québécois est un des derniers à obtenir son indépendance? Eh bien, c'est encore pour la même raison. C'est à cause de notre géographie. C'est parce que le Québec, c'est un pays de passage et que ce sont les immigrants qu'on a fait pleuvoir par millions sur le Québec qui nous ont toujours gardés en déséquilibre. C'est simplement que les immigrants, ils viennent ici pour la richesse, ils viennent ici pour aller au Canada et quand ils rentrent ici, ils ne se regroupaient pas avec les plus pauvres, c'est-à-dire avec nous. Ils se mettaient avec les plus forts, les plus riches, parce que c'est un mouvement de la pauvreté vers la richesse. Autrement dit, le Québec moderne a subi essentiellement 3 vagues. La première vague d'immigration, ça a été les Français, nos ancêtres. La deuxième vague, ça a été les Anglais. Puis il y a une troisième vague, aujourd'hui, qui vient du monde entier, d'un peu partout sur la planète. Maintenant, pour quelle raison est-ce que je dis toujours que l'indépendance est inévitable? Eh bien, la raison, c'est très simple, c'est que justement, les immigrants se déplacent de la pauvreté vers la richesse. Or, le continent nord-américain n'est plus, il commence à être surpeuplé et sa richesse relative diminue. Et partout ailleurs, surtout en Asie orientale, en Chine, ces places-là, ça devient beaucoup plus riche. Alors, les niveaux de richesse sont en train de s'équilibrer. De plus, partout dans le reste du monde, il y a une dénatalité, c'est-à-dire que les gens font partout beaucoup moins d'enfants et dans beaucoup de cas, notamment en Asie orientale, ils font beaucoup moins d'enfants que les Québécois. Ça veut dire que tôt ou tard, quand les niveaux de richesse et les niveaux de natalité vont s'être équilibrés, l'immigration, elle va s'arrêter au Québec. Elle s'arrêtera pas dans le sens qu'il n'y aura plus personne qui va rentrer. Elle va s'équilibrer, c'est-à-dire qu'il va y avoir au moins autant de gens qui vont partir qu'il y en a qui vont rentrer. En fait, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait plus qui partent qu'il y en ait qui rentrent. Parce que, à cause du mouvement naturel dont j'ai parlé, on le voit avec le West Island qui est collé sur l'ouest du Québec. Alors, les anglophones, les immigrants anglophones qui rentrent ici, qui refusent de joindre à nous, vont finir par quitter le Québec, et les immigrants qui apprennent le français, qui nous marient, qui font des enfants avec nous, vont devenir des Québécois de souche, et tôt ou tard, le Québec va devenir indépendant, tout simplement parce que l'indépendance, c'est quelque chose de payant. Ça a été payant sur toute la planète, et il n'y a pas un seul peuple qui est devenu indépendant qui a fait marche arrière. Alors, il va se produire la même chose au Québec quand l'immigration va s'être presque terminée et que le Québec va cesser d'être en déséquilibre. Si vous voulez en savoir plus, je vais présenter 14 autres capsules radiophoniques et vous pouvez les entendre à radioinfocité.com. Je vous remercie d'avoir assisté à cette capsule radio. À la prochaine. Radioinfocité.com vous présente les capsules de Jean-Jacques Nantel. Jean-Jacques Nantel, vulgarisateur, auteur d'une analyse géopolitique économique globale. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, je fais des capsules radiophoniques sur l'histoire du Québec. Avant de pouvoir m'enfoncer plus avant au cours des prochaines capsules sur l'histoire du Québec, je pense qu'il est très important de pouvoir comprendre l'histoire du Québec, comprendre ce qu'est la géopolitique. C'est pour ça que je vais vous expliquer globalement de quoi il est question, puis vous allez comprendre quelle est la relation avec le Québec. Essentiellement, la géopolitique, c'est la science qui explique l'histoire, l'économie, l'évolution d'un peuple à partir de sa géographie. À la base, la chose la plus importante à comprendre pour la géopolitique, c'est que dans notre univers, l'énergie, elle est rare.
de plus elle se disperse. L'énergie est tellement rare dans notre univers que la température moyenne de l'univers est de moins 270 degrés Celsius. Alors c'est très froid. La raison pour laquelle sur la Terre il y a une température moyenne de vingtaine de degrés, c'est parce que on est près d'une étoile, le Soleil, qui nous réchauffe. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que l'énergie elle est rare, elle se disperse. Et il y a toujours de la perte. Ça c'est très très important. Ça a beaucoup de conséquences pour la vie, pour les êtres humains en général. Ça veut dire que pour vivre, les êtres humains sont toujours obligés de produire plus qu'ils consomment, parce qu'il y a toujours de la perte. Alors, comme ils sont toujours obligés de faire ça, ils s'arrangent toujours pour économiser de l'énergie, pour accumuler de l'énergie, éviter les gaspillages. Et ils accumulent ce que j'appelle les petits profits, c'est-à-dire les petits profits qui s'accumulent chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque siècle. Alors, les êtres humains, comme les animaux d'ailleurs, ils préfèrent rester près de la nourriture. Ils préfèrent les endroits chauds plutôt que les endroits froids. S'ils se déplacent, ils essaient de le faire le moins possible, de le faire en ligne droite, de le faire sur le plat. Ils évitent de monter des pentes inutilement. Puis s'ils le font, c'est parce que c'est payant. Si par exemple un chasseur court après un chevreuil, il va monter dans la montagne parce que c'est payant de tuer le chevreuil, ça vaut la peine de monter la montagne. Mais si un commerçant veut aller commercer de l'autre côté de la montagne, il passera pas par le sommet de la montagne, il va passer par le col de montagne. Bon, ça c'est la base de tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des pays, le Québec, n'importe lequel, le relief il est éparpillé au hasard sur le territoire. Les montagnes sont n'importe où, les rivières n'importe où, les déserts, les marais. Or, à cause de la loi que je viens de dire, qu'on essaie toujours d'économiser l'énergie, les êtres humains créent de l'ordre dans le désordre. Ils se servent du pays où ils habitent, puis ils essaient d'accumuler toujours les petits profits en descendant les pentes plutôt que les montées, par exemple. Alors, c'est pour ça que après plusieurs siècles, un pays comme le Québec ou n'importe quel autre pays, tous les pays sont à peu près organisés de la même façon. Partout, les matières premières qui sont lourdes ont tendance à descendre des montagnes, puis des régions périphériques là autour, puis parce que c'est plus lourd les matières premières. Elles descendent, elles suivent l'eau d'ailleurs qui suit les rivières, et les routes qui amènent les matières premières, elles descendent en zigzag à travers les montagnes, puis la plupart du temps elles vont suivre les cours d'eau, puis elles deviennent de plus en plus droites à mesure qu'elles s'approchent des plaines, pour finalement se diriger en ligne droite vers les grandes villes. Ça fait comme une toile d'araignée qui vient de toutes les directions dans un pays normal. Et la grande ville, elle est ordinairement, les grandes villes modernes, sont situées dans les parties basses du territoire, dans le trou, dans une plaine. Alors c'est là où il y a de l'eau, il y a des terres agricoles, parce qu'il faut nourrir la population, il faut pas être trop loin de là où on prend la nourriture. Les villes, les grandes villes sont situées près de rivières, près de fleuves, ou encore près d'un océan. Puis ça, on descend. Là. Les rivières sont plus hautes que les fleuves, qui sont plus hautes que les océans. Les villes, en général, ont choisi de bâtir une ville, un endroit qui est plat, où il y a beaucoup de suffisamment de terre, et c'est très géométrique, une ville. La ville de Montréal, par exemple, c'est faite avec un quadrillage. La ville de Paris, c'est faite en étoile. Alors, l'idée de ça, c'est qu'il faut que ça soit plat, que ça soit court, que ça soit droit, de façon à multiplier l'accumulation des petits profits. Bon, la chose intéressante dans ce que je viens de dire, plusieurs choses intéressantes. La première, c'est que les villes, contrairement à ce que les gens pensent, ça sert pas à abriter la population, ça sert à abriter la production. On concentre les producteurs dans un endroit de façon à ce qu'ils soient pas loin les uns des autres et qu'ils puissent s'échanger de la richesse rapidement. On augmente les petits profits comme ça. On finit par devenir très riches, surtout à très long terme. Et les villes produisent des produits qui valent cher, qui sont transformés, industriels, puis ils les renvoient dans les régions éloignées, mais en remontant la pente. Alors comme c'est plus léger, parce qu'il y a beaucoup de travail dedans, ça coûte moins cher et c'est un échange économique entre les régions. Bon. La chose maintenant intéressante à savoir, c'est que dans un pays normal, ce que je viens de décrire, là, les matières premières qui descendent des montagnes, les individus, l'eau, tout ça, ça crée ce que j'appelle un effet de cuvette, c'est-à-dire que les populations descendent vers les villes qui sont dans le fond des plaines, et les populations tournent le dos aux autres peuples qui sont situés de l'autre côté des déserts, des montagnes, etc. C'est ça qui crée un peuple. Le peuple est créé par le pays. C'est pas le peuple qui crée le pays, c'est le pays qui crée le peuple. Alors, plus le temps passe, puis qu'un peuple est isolé, puis il va développer un accent, un dialecte, l'accent québécois par exemple, un dialecte, ça pourrait être du créole, une secte religieuse particulière, il peut développer des coutumes particulières. Ici, on fait la pêche aux poissons, des chenaux, on a toutes les motoneiges, tout ça, c'est le Québec qui a créé ça, parce qu'on était ici dans un pays isolé. Plus le pays est isolé,
et plus son peuple va être distinct et ancien. Alors, on n'a qu'à penser à des îles comme le Japon ou l'Islande, c'est des endroits très isolés, alors ça fait vraiment des peuples qui sont très, très distincts. Et il y a beaucoup de très vieux peuples sur la planète qui habitent des pays qui sont isolés, des pays naturels isolés. On n'a qu'à penser aux Égyptiens, qui existent depuis le début de l'histoire, les Grecs, les Perses, qui étaient là au début de l'histoire, les Arméniens, les Arabes, les Indiens, les Chinois, les Norvégiens, etc. Les Norvégiens sont tellement typiques qu'ils sont modifiés physiquement, sont blonds aux yeux bleus. Bon, le Québec, c'est un cas comme ça. C'est pas tous les pays qui sont aussi bien faits que l'Égypte ou le Québec. Il y a des pays qui sont complètement... Mais là, quand le pays n'est pas un pays naturel, ben les populations sont beaucoup moins stables et ça fait pas des peuples très anciens et très durables. Le cas du Québec, le Québec est un pays naturel qui est isolé. Comme il est isolé au nord, je parle de la vallée du Saint-Laurent, au nord par les Laurentides, au sud par les Appalaches, à l'est par le golfe du Saint-Laurent et à l'ouest par la zone pas mal vide d'hommes qui est dans l'est de l'Ontario. Alors, le Québec est un pays naturel isolé. Montréal, c'est situé sur un archipel qui est au bout un fleuve navigable. Montréal est dans une plaine et c'est au bout du fleuve Saint-Laurent qui est navigable jusqu'à l'océan. Alors, c'est très facile d'accès. La raison pour laquelle les océans, c'est aussi important, c'est très important dans l'histoire du Québec, c'est parce que les océans, c'est la surface la plus plate et la plus basse, à peu près la plus basse qui existe sur la planète, et ce qui permet de faire un commerce extrêmement profitable avec tout le reste du monde, parce que c'est plat, ça permet de se diriger en ligne droite, on peut s'aider des courants marins, on peut s'aider du vent, puis en plus de ça, l'eau permet de supporter des millions de tonnes dans certains cas. Alors, Montréal, qui a un accès à l'océan, devrait logiquement être très riche, à cause, parce que le drain, Montréal reçoit des biens qui viennent du nord du Québec, qui viennent également des États-Unis et surtout de la région des Grands Lacs. La raison pour laquelle Montréal n'est pas aussi riche qu'il devrait l'être, c'est parce qu'on n'est pas indépendant. On devrait normalement profiter d'un effet de cuvette énorme. Et comme je vais montrer dans les prochaines capsules, c'est parce que le Québec n'est toujours pas indépendant qu'il ne peut pas profiter à plein de tous ses avantages. Je vous remercie d'avoir assisté à cette capsule radio. À la prochaine. radioinfocité.com vous présente les capsules de Jean-Jacques Nantel. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Jacques Nantel. Dans une autre capsule, je vais vous expliquer comment se formaient les peuples par rapport à la géographie, le fait que ça faisait une espèce de cuvette, un effet de cuvette qui faisait que les peuples étaient créés par le pays et non pas l'inverse. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer où en est rendu le Québec présentement. Pourquoi est-ce que on fait face présentement au fait que la fameuse théorie des grands ensembles par rapport au nationalisme. Alors pour ça, il faut expliquer comment les peuples se sont formés dans le temps. Et ça, c'est intéressant à savoir parce qu'on est présentement en train de passer d'une époque à une autre. Et là, je parle d'époques là qui se comptent en milliers d'années. Les peuples auxquels on est habitué aujourd'hui, le peuple québécois 8 millions, la France 60 millions, les États-Unis 300 millions. Ça n'a pas toujours été ça, les peuples terrestres. Au début, on le sait, on a commencé par c'était des familles en fait, c'était des tribus de beaucoup moins de 100 individus. Depuis la préhistoire, les peuples n'ont pas arrêté de grandir, autant en nombre qu'en territoire occupé. Et ça a été dû à une série de révolutions technologiques successives qui se sont succédées à travers le temps. Au début, il y a des millions d'années, les êtres humains, c'était comme des singes. Ils vivaient dans les arbres, ils étaient sans défense. On n'a pas de défense naturelle, les êtres humains. Puis, on est en Afrique. Puis, comme j'ai dit tantôt, on était beaucoup moins de 100 individus, c'était des petites familles. Là, la première grande révolution technologique qui s'est produite, c'est la révolution des premiers outils. Quand nos ancêtres ont inventé, ça c'est l'époque où la massue était une arme secrète. Là. Les êtres humains ont appris à lancer des pierres, à frapper avec des branches d'arbres, à s'en servir comme des espèces de lances. Quand ils ont inventé les premiers outils, les êtres humains sont devenus des prédateurs. Ils ont pu commencer à chasser d'autres animaux, puis à se procurer de la viande. Là, ils ont commencé à accumuler de nouvelles formes d'énergie. C'est très important. Ça a commencé, ils mangeaient des fruits et des légumes dans les arbres, puis là, ils ont commencé à manger de la viande. Ça leur a permis, en descendant des arbres, en allant vivre dans les plaines, de conquérir toute l'Afrique. Ils habitaient l'Afrique. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à nos corps. Comment se fait-il que l'être humain est debout? Ils appellent ça l'animal vertical. Et pour quelle raison est-ce que l'être humain, par exemple, n'a pas de poils? Il y a des raisons très précises à ça. D'abord, l'être humain était un chasseur. Quand il est descendu des arbres, il avait besoin... En fait, on était des coureurs de fond en Afrique. Ce qui fait que nos ancêtres, pour pouvoir manger de la viande, ils se prochaient des animaux et ils s'arrangeaient pour les blesser. Ils s'arrangeaient pour les faire saigner. Puis quand l'animal saignait, il s'affaiblissait et nos ancêtres couraient après l'animal jusqu'à ce qu'il ait perdu
suffisamment de sang, puis ils suivaient la trace de sang, ils attrapaient l'animal, ils le tuaient, ils ramenaient la viande au campement. Ça a fait qu'on avait besoin de transpirer beaucoup, puis il semblerait que ce soit la raison pour laquelle on a presque plus de poils. Et c'est la raison pour laquelle on est devenu de très bons coureurs, de très bons lanceurs de pierres ou de javelots. Ça a duré pendant très longtemps. Puis là, il y a eu la révolution du feu. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu avant le feu, après l'invention du feu. Ça s'est produit il y a quelques centaines de milliers d'années. Le feu permettait de brûler du bois, de nous chauffer, de faire chauffer la nourriture, de faire peur aux animaux. Alors les êtres humains ont commencé avec ça. Dans le même temps, ils ont inventé les abris, les vêtements, mais ça, on n'a pas beaucoup de preuves de ça. Mais on sait que c'est arrivé. Alors, ils ont pu s'éparpiller, nos ancêtres ont pu s'éparpiller hors d'Afrique. À cette époque-là, ils étaient encore dans des petites tribus là, d'une centaine d'individus maximum. Mais il y a eu une explosion démographique parce qu'on a occupé toute la planète. Ça allait des régions très froides là, du pôle jusqu'au désert, enfin partout. La quantité d'êtres humains a augmenté. La révolution suivante, c'était la révolution agricole, qui a été relativement lente, mais ça accélérait. La révolution agricole, ça a été très important parce qu'elle a transformé l'être humain de prédateur en producteur. On s'est mis à produire la nourriture. Alors, on a ajouté l'agriculture à la cueillette, à la pêche, à la chasse. On avait de plus en plus d'énergie. Les êtres humains, qui étaient avant des nomades, pas tous les êtres humains, mais une partie, sont devenus des sédentaires. Ça a été graduel. Puis là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. C'est que les êtres humains qui occupaient tous les territoires imaginables se sont mis à descendre tranquillement vers les bords de rivières où ils pouvaient faire de l'agriculture. Et comme ils produisaient beaucoup de nourriture sur place, ben là, les tribus se sont transformées en peuplades, mais des peuplades qui étaient éparpillées. L'étape suivante, qui est arrivée assez rapidement, ça a été la révolution urbaine, où là, comme ils faisaient des terres, puis qu'il fallait calculer où étaient les terres, combien les agriculteurs avaient produit, ça prenait un roi, des administrateurs. Alors ces gens-là se sont regroupés dans les plus gros villages, c'est devenu de petites villes. Et là, comme ils avaient beaucoup de ressources, ils ont créé des armées, puis ils ont commencé à regrouper des peuplades pour former des peuples. La capitale avait tendance à être placée au meilleur endroit possible dans un pays. Ça a formé des peuples, puis centré sur des capitales qui étaient les mieux placées possibles à des points stratégiques. Ça, on sait que ce schéma de développement-là, c'est arrivé parce que on a la preuve historiquement que c'est arrivé chez les Mayas, en Égypte, chez les Sumériens, chez les Indiens, les Chinois, partout. Ce qui est intéressant à savoir ici, c'est qu'avec l'agriculture, les êtres humains ont commencé leur descente graduelle du centre des continents vers les océans. Ça s'est poursuivi tout le long de l'histoire depuis l'invention de l'agriculture. C'est-à-dire qu'au début, ils s'installaient près des rivières, ensuite ils sont installés près des fleuves, après près des mers, puis de nos jours, comme on va voir, les plus grandes villes sont presque toutes situées sur le bord des océans. C'est la surface la plus basse sur la planète. Maintenant, l'étape suivante, ça a été la révolution industrielle qui s'est produite en Europe au 19e siècle. Et là, on a ajouté à toutes les formes d'énergie qu'on avait ajoutées auparavant, on a ajouté l'énergie du charbon, du pétrole, du gaz. Et en plus de ça, ben là, on a développé la science, la technologie, ce qui a permis, ça s'est fait en Europe, ce qui a permis aux Européens de se servir des océans, qui sont une surface très plate, qui peuvent être utilisés jusqu'au bout du monde pour presque rien, parce qu'on se sert des courants, des vents pour se déplacer. Alors, ça a permis aux Européens de se créer des empires internationaux qui, à partir des océans, c'est-à-dire qu'ils partaient des océans, s'installaient sur les côtes, puis ils pénétraient dans les continents pour aller chercher la richesse. La révolution industrielle, c'est elle qui a amené la plupart des grandes villes à se construire près des océans, ou encore, comme Montréal, au fond d'un fleuve navigable. Montréal, c'est, comme je dis souvent, c'est là que se termine l'océan Atlantique, parce que on a juste à descendre le fleuve pour se rendre à l'océan Atlantique. La dernière révolution, ça a été la révolution de l'information moderne, qui a commencé depuis un bon bout de temps, là, depuis la radio, depuis même les télégraphes, puis aujourd'hui l'Internet. Essentiellement, la révolution de l'information, c'est qu'on déplace plus les objets ou les hommes, on déplace les idées, on déplace de l'énergie pure, on déplace plus de matière. Alors, ça a permis au savoir de l'Occident de se répandre partout, très très rapidement sur la planète. Ce qui fait que les autres peuples, qui étaient sur tous les autres continents, ont appris quels étaient les secrets des Européens, puis ils se sont libérés. Et ils sont devenus, ça a été la décolonisation, parce qu'ils sont devenus au moins aussi puissants que l'Europe, puis ils ont simplement jeté dehors les colonisateurs. Puis par après, comme la révolution de l'information se développait, ils ont commencé à
tranquillement, c'est loin d'être complété, ils ont commencé à se regrouper par continent. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'Union européenne, on a l'Organisation de l'unité africaine. En Amérique du Nord, on a l'ALENA, la Chine. Les pays se regroupent pour faire du commerce, mais sans se suicider. Et on a même un gouvernement mondial qui a été créé au 20e siècle. On avait la Société des Nations au début du 20e siècle, puis aujourd'hui, on a l'Organisation des Nations Unies. C'est pas un gouvernement mondial efficace, sauf sur dans certains domaines absolument essentiels, sur la santé, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO pour la culture, etc. L'ONU, les gouvernements continentaux dont je parle, l'ONU, ce sont des créations pour régler des problèmes qui existent vraiment et donc l'humanité doit régler. Maintenant, on se retrouve au 21e siècle, dans le cas du Québec, avec un Québec qui est pris dans un restant d'empire du 19e siècle, quand les Anglais, les Français ont conquis le monde, se sont fait des empires. Et c'est pas un grand ensemble, le Canada, là. Le Canada, c'est un très grand pays, mais un très petit peuple. Ils sont 32, 34 millions en comptant les Québécois. C'est une survivance, un fantôme de l'Empire britannique qui est mort. Ce que les autres peuples ont fait, ils sont devenus indépendants. Ils se sont libérés de l'Europe parce qu'ils ont appris leur technique. C'est exactement ce que les Québécois ont fait lors de la Révolution tranquille. Ils ont appris comment fonctionnait l'industrialisation et ils se sont industrialisés et on est maintenant prêt à se libérer de nos envahisseurs. L'indépendance est nécessaire pour qu'on se joigne au mouvement des autres peuples du monde. Ce qui ne nous empêchera pas, un coup indépendant, de nous joindre nous aussi à de grands ensembles, c'est-à-dire continental, avec les États-Unis, l'ALENA par exemple, et avec le monde entier au niveau de l'ONU. J'apprécierais que vous m'aidiez à répandre autour de vous ces capsules radiophoniques, étant donné que c'est pour informer la population que je les ai faites. Je vous remercie d'avoir assisté à cette capsule radio. À la prochaine.